J'avais 29 ans quand j'ai réalisé que ma famille ne me voyait pas du tout comme je les voyais. Je m'appelle Julien, et pour la majeure partie de ma vie, j'ai été le médiateur, le fils modèle, celui qui ne faisait jamais de vagues. Je n'étais pas parfait, j'étais plutôt réservé, toujours dans mon coin, et je n'illuminais pas une pièce en entrant comme le faisait mon frère, Théo. Mais j'étais là. Je n'oubliais jamais les anniversaires, j'aidais dès qu'on me le demandait, je faisais le taxi pour les emmener à la gare TGV ou à l'aéroport, et je m'assumais financièrement depuis mes 18 ans. Je n'étais pas le genre de type qui avait besoin d'être sous les projecteurs, je voulais juste une place à table, mais il s'avère qu'ils avaient arrêté de mettre un couvert pour moi il y a bien longtemps. En grandissant, Théo était l'enfant roi, le chouchou, plus bruyant, plus grand, toujours entouré d'une cour d'amis, le genre de gamin capable d'érafler la voiture de papa et de la faire réparer avant même qu'il ne s'en aperçoive, alors que moi, je me faisais priver de sortie pour avoir raté le couvre-feu de 15 minutes parce que j'étais resté au lycée pour aider un prof à ranger du matériel. J'ai cru pendant des années que j'imaginais ce déséquilibre, je pensais être hypersensible, mais les petits détails s'accumulaient. Théo avait toujours le dernier iPhone dès sa sortie, je récupérais son ancien, souvent avec l'écran fissuré. Et quand nous sommes entrés dans des écoles supérieures différentes, ils ont payé son loyer à Paris et ses frais de scolarité en école de commerce, alors que j'ai dû faire un prêt étudiant et bosser les soirs et week-ends comme serveur dans une brasserie pour payer ma fac. Mes parents disaient qu'ils étaient un peu justes financièrement et me demandaient de comprendre, ce que je faisais, comme toujours. Après mes études, je suis revenue dans notre ville natale, à Lyon, moins par choix que parce que mon offre d'emploi était locale, j'ai loué un T2 modeste et j'ai essayé de rester impliquée dans la vie de famille sans être encombrant, les déjeuners du dimanche, les SMS d'anniversaire. Garder le chien quand mes parents partaient rendre visite à Théo à Paris, où il avait déménagé pour percer dans l'audiovisuel, ce qui signifiait apparemment streamer sur Twitch 6 heures par jour en dormant sur un canapé payé par quelqu'un d'autre. Je ne le jugeais pas, au contraire, j'enviais presque cette liberté qu'il semblait avoir, mais c'était toujours moi qui recevais l'appel de 23 heures quand quelque chose clochait. « Julien, la box internet ne marche plus, tu peux passer. »« Julien, tu sais comment on remet les chaînes sur la télé ? » ?»« Julien, tu peux aller chercher papy à la maison de retraite demain ? Théo est occupé. » Je n'ai jamais dit non, jusqu'au soir de l'accident. Il pleuvait des cordes ce soir-là, une pluie lourde et violente qui claquait comme du gravier sur le pare-brise, je venais de finir une mission tardive, je bosse pour une ESN, rien de glamour, et je prenais le chemin le plus long pour rentrer, celui qui contourne le lac par la départementale. La route était glissante, la visibilité nulle, et j'ai vu le chevreuil trop tard, j'ai donné un coup de volant à gauche pour l'éviter et j'ai fait un tête-à-queue, le côté passager a pris tout l'impact contre un platane. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça, juste de l'airbag dans mon visage et d'un sifflement dans mes oreilles qui ne s'arrêtait pas. Quand je suis revenue à moi, j'étais toujours dans la voiture, sonnée, le sang de mon front se mélangeait à la pluie sur le tableau de bord, j'ai rampé hors de la portière conducteur, tenant à peine debout. Ma jambe gauche me lançait une douleur atroce, tordue bizarrement, et mon épaule semblait déboîter, je me souviens avoir rampé jusqu'au bas-côté, me hissant assez haut pour pêcher mon téléphone dans ma veste. Mon premier réflexe n'a pas été d'appeler le 15 ou le 18, mais d'appeler ma mère, c'est ce qu'on fait, non ? Quand on est blessé, on appelle sa mère. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix était enjouée mais distraite, « Allô ?» J'entendais du brouhaha en fond, des bruits de couverts, des rires, la voix de Théo incomparable même à travers le téléphone. « Maman, j'ai eu un accident, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. » Il y a eu une pause, puis elle a dit, « Est-ce que ça peut attendre ? On est à table. » J'ai cligné des yeux une seconde, j'ai cru avoir mal compris, peut-être qu'elle ne m'avait pas entendu. J'ai craché la voiture, je suis blessée, On te rappelle chérie, d'accord ? On est au dessert. J'ai entendu Théo rire à nouveau, une blague que je n'ai pas saisie, puis la ligne a coupé. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment, assez longtemps pour que la pluie traverse ma chemise et me glace les os, puis j'ai appelé les pompiers moi-même, j'ai donné ma position en serrant les dents et j'ai attendu là, sous le ciel noir, jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle avant 6 heures plus tard, j'étais déjà préparé pour le bloc opératoire, à peine conscient, quand mon téléphone a vibré avec un seul SMS. « Tu avais besoin de quoi ?
Pas « Est-ce que tu vas bien ?» Pas « Où es-tu ?» Juste ça, comme si elle avait raté une liste de courses. Cette nuit-là a brisé quelque chose en moi dont je n'avais pas réalisé la fragilité. Je pensais que c'était peut-être un malentendu, qu'elle avait paniqué, mais après ma sortie de l'hôpital, il est devenu clair que ce n'était pas un incident isolé, c'était un modèle, une hiérarchie, et j'étais tout en bas. Quand je suis rentrée chez moi 2 semaines plus tard, le bras en écharpe et toujours en béquille, il n'y avait pas de plat préparé dans le frigo, pas de ballon, pas de bon retour à la maison. Théo avait posté une vidéo le jour même de lui déballant la dernière PlayStation sur YouTube, et ma mère l'avait partagée avec la légende si fière de notre garçon talentueux. Elle n'avait pas mentionné l'accident une seule fois, ni à la famille, ni sur Facebook, pas même à nos cousins qui l'ont appris uniquement parce que j'avais posté une photo depuis le centre de rééducation avec une blague sur la nourriture d'hôpital. C'est là que j'ai commencé à tenir les comptes, pas par mesquinerie, mais juste pour vérifier que je n'étais pas fou. J'ai commencé à tout noter, les fois où j'appelais et où on m'expédiait, les anniversaires qu'ils oubliaient, les services que je rendais et qui étaient aussitôt oubliés, et plus j'écrivais, plus je réalisais depuis combien de temps j'avais été effacée. Depuis combien de temps j'étais la roue de secours de la famille. 3 mois après l'accident, ma mère a appelé pour demander si je pouvais l'aider à récupérer une nouvelle table de salle à manger. Je ne peux pas porter de charge lourde, ai-je dit, encore en convalescence. Il y a eu un soupir. Eh bien, Théo est occupé. Bien sûr qu'il l'était. C'était la première fois que je disais non, la première fois que je raccrochais avant qu'elle ne puisse me faire culpabiliser et ça semblait mal, comme si j'avais rompu un contrat familial tacite, mais ça faisait aussi du bien, c'était libérateur. C'était le jour où quelque chose a basculé. Je n'étais pas encore prêt pour la vengeance, pas à ce moment-là, mais j'ai commencé à remarquer les fissures et à me demander ce qui se passerait si j'arrêtais d'être le bon fils, si j'arrêtais de donner et que je commençais à observer. Il s'avère que lorsque vous arrêtez de jouer votre rôle assigné, tout le scénario familial commence à s'effilocher, et c'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Je pensais qu'il prendrait des nouvelles, que la froideur ressentie après l'accident était un choc temporaire, je me suis dit que les gens ne savent pas toujours quoi dire quand quelqu'un est blessé, alors je leur ai laissé du temps. Les semaines ont passé, puis les mois, mon plâtre a été retiré, ma boiterie s'est estompée, je suis retournée au travail, j'ai recommencé à conduire, je détestais toujours la route du lac et je ne pouvais toujours pas écouter une forte pluie sans me crisper, mais j'ai surmonté ça. J'ai même apporté des chouquettes pour l'anniversaire de Théo, ma façon de tâter le terrain, je suppose. Quand je suis entrée, la maison de mes parents était remplie de ballons or et bleu marine, joyeux anniversaire Théo était écrit en lettres géantes sur le mur du salon. Une odeur de barbecue flottait dans l'air et des gens que je ne reconnaissais pas se tenaient en petits groupes en buvant du punch dans des bocaux en verre. Quelqu'un faisait le DJ dans un coin, Théo portait un maillot du PSG et racontait une histoire avec tant d'animation que ses bras volaient partout, tout le monde riait sauf moi, parce que je n'avais pas été invitée. J'avais supposé que les chouquettes seraient juste un petit plus de ma part, une douce surprise, mais debout dans l'encadrement de la porte avec mon plateau en plastique de la boulangerie du coin, j'ai réalisé que ce n'était pas une petite réunion informelle, c'était un événement organisé. Planifié, décoré et traiteur compris, et pas une seule personne n'avait pensé à me prévenir. Ma mère est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon, elle s'est arrêtée net en me voyant, ses yeux se posant sur les chouquettes comme si je livrais un colis et non comme si je venais pour l'anniversaire de mon frère. « Oh, dit-elle, tu n'as pas vu le message ? » »« Quel message ? » ?»« On s'est juste dit que tu serais fatigué par le travail, Théo pensait que ce serait mieux si on faisait ça en petit comité. » »« Petit comité ? Il y a 30 personnes ici. » Un château gonflable était en train de se gonfler dans le jardin, un type installait une machine à karaoké. J'ai posé les chouquettes sur le comptoir. C'est ça, petit comité. Elle m'a fait un sourire crispé, le genre que les gens font quand ils essaient de vous pousser vers la sortie sans le dire. Je ne suis pas restée longtemps, juste assez pour entendre Théo me traiter de « surveillant de couloir » devant un groupe de ses amis, l'un d'eux a ri et a dit « Tu veux dire le stagiaire de la famille ?» Je suis partie avant de faire quelque chose que je regretterais, je suis restée assis dans ma voiture pendant 20 minutes ensuite, agrippant le volant. Ce soir-là, je me suis saoulée seule dans mon appartement, je ne bois jamais, mais j'avais besoin de la brûlure de l'alcool,
besoin de ressentir quelque chose qui n'était pas ce vide lent et creux que je portais depuis l'accident. J'ai fait défiler les photos de la fête que ma mère avait postées sur Facebook, chaque commentaire était une variation de « quelle belle famille », je les lisais comme des coups de poing dans le ventre, mon nom n'était pas mentionné une seule fois. Ça a empiré à partir de là. Le week-end de la Toussaint est arrivé, j'ai demandé à mes parents si je devais apporter quelque chose, ma mère a dit « Oh, je pensais que tu travaillais ». Je lui ai dit que non. Elle a hésité puis a dit « Eh bien, ce sera juste nous 4. » Nous 4 ? Je n'étais pas l'un des 4. Apparemment, la nouvelle petite amie de Théo l'était, ainsi que son chien. J'ai mangé un plat à emporter dans mon appartement en regardant des vidéos de gens découpant des dindes sur YouTube juste pour me sentir moins seule. Quand j'ai enfin eu le courage de les appeler, c'est tombé sur la messagerie. Quand ma mère a finalement répondu par SMS, c'était juste « Désolé, on captait mal ». Ils vivent en banlieue résidentielle, la mauvaise réception n'existe pas là-bas. À Noël, je savais qu'il ne fallait même pas demander, j'ai fait des plans avec une collègue, Sophie, qui était aussi orpheline à cause de politique familiale, on a mangé chinois et regardé Piège de cristal en jouant à Mario Kart jusqu'à 2 heures du matin. C'était les fêtes les plus joyeuses que j'avais eues depuis des années. Puis janvier est arrivé, ma mère a appelé et a demandé si je pouvais me porter caution pour un prêt pour Théo. Apparemment, il lançait un podcast et avait besoin de nouveaux matériels et de louer un espace créatif, la banque ne l'approuvait pas sans un garant, et mes parents ne pouvaient pas le faire parce que leur situation bancaire était compliquée. J'ai demandé quelle était la contribution de Théo. C'est lui le talent, a dit ma mère sèchement. J'ai ri, je n'ai pas fait exprès, c'est juste sorti tout seul. Il y a eu un silence, puis elle a dit, si tu ne veux pas l'aider, dis-le simplement. Je ne vais pas aider, ai-je dit, calme et clair. Tu as changé, m'a-t-elle dit. Avant tu étais gentil. Non, ai-je répondu, avant j'étais utile. Elle a raccroché. Une semaine plus tard, Théo m'a envoyé un message vocal me traitant d'égoïste, disant que je le retenais par pure méchanceté, qu'il avait besoin de cette chance. C'est juste une signature, disait-il, ça ne te coûte rien. Sauf que si, ça me coûtait ma tranquillité d'esprit, ça me coûtait d'être complice, ça me coûtait le dernier lambeau de dignité auquel je m'accrochais. J'ai dit non. Puis février est arrivé et le monde s'est fissuré. Mon père a eu une alerte cardiaque, rien de fatal, juste une poussée de tension qui lui a fait assez peur pour aller aux urgences. Je l'ai appris parce que ma collègue Sarah l'a vu dans la story Instagram de Théo. J'ai appelé, pas de réponse. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital quand même, juste au cas où. Quand je suis arrivée, ils étaient tous assis dans la salle d'attente, ma mère, mon père, Théo, la copine de Théo et son chien. Ma mère a levé les yeux et a cligné des yeux comme si j'étais quelqu'un qu'elle reconnaissait vaguement d'une réunion d'anciens élèves. « Tu es venu ?» ?»« Oui, ai-je dit, je suis venu. » Personne ne s'est levé, personne ne m'a pris dans ses bras. Théo a dit, « Tu n'étais pas obligé, on gère. » Je me suis assis quand même, 3 chaises plus loin. Ils ne m'ont pas inclus dans les nouvelles, j'écoutais ma mère appeler tante Julie et lui faire le compte-rendu complet, pic de tension, vertige, ajustement du traitement, pendant que j'étais assis à 3 mètres sans le moindre indice. Quand le médecin est sorti pour parler, il est passé juste devant moi et est allé voir Théo. Mon père a fait un faible signe de la main quand ils l'ont fait sortir en fauteuil roulant plus tard dans la soirée, il n'a rien dit, juste un hochement de tête comme si j'étais quelqu'un qui l'avait aidé à porter ses courses une fois. Je suis partie avant qu'il n'atteigne le parking. Je ne me souviens pas du trajet du retour, je me souviens d'avoir déverrouillé mon appartement, de m'être assis au bord de mon lit et d'avoir pensé que je pourrais disparaître demain et qu'il ne le remarquerait que vendredi. C'est là que les emails ont commencé. Apparemment, Théo avait mis mon nom comme référence pour un pitch auprès d'investisseurs, il voulait confirmer que je me portais garant pour lui, que j'étais son partenaire dans cette entreprise. Un email incluait même un PDF que Théo avait monté, une présentation élégante qui listait Julien M. comme bailleur de fonds silencieux. Il n'avait jamais demandé, ne m'avait jamais rien dit. Je l'ai confronté, je l'ai appelé furieux. Il a décroché en riant. De rien, a-t-il dit, visibilité, visibilité. Qu'est-ce que tu fous à utiliser mon nom ?
J'avais besoin de quelqu'un avec de la crédibilité, tu es ennuyeux mais tu présentes bien sur le papier. Je n'ai jamais accepté ça. C'est déjà fait, détends-toi, je le retirerai plus tard. Tu ne peux pas, a-t-il dit, tu n'es pas listé formellement, juste référencé. Ce soir-là, j'ai parcouru tous mes réseaux sociaux et je les bloquais partout. J'ai appelé le contact de l'investisseur, je leur ai dit que je n'avais aucune affiliation avec Théo ou son projet, et que si mon nom apparaissait n'importe où près de ça, il y aurait des répercussions légales. J'ai tout mis par écrit, documenté chaque email juste au cas où. C'était la première fois que j'utilisais le mot « avocat » dans une phrase concernant ma famille. Et puis mars est arrivé, c'est là que la trahison a finalement explosé. Je suis rentrée du travail un jour et j'ai remarqué que la clé de ma boîte aux lettres ne fonctionnait pas bien, il m'a fallu quelques essais pour l'ouvrir. Quand j'ai finalement réussi, il y avait une épaisse enveloppe d'un organisme de crédit à la consommation que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, une mise en demeure pour un prêt contracté à mon nom. Le montant, 18 700 €. L'objet, production podcast start-up. Mes mains sont devenues froides, mes genoux ont lâché. Je me suis assis sur le sol de mon petit appartement, entouré de prospectus et de vieux bons de réduction, et j'ai lu la lettre 3 fois juste pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Il l'avait fait. Théo avait volé mon identité. Et soudain, tout est devenu clair, le faux pitch aux investisseurs, la demande de caution, les messages de culpabilisation. Il n'avait jamais été question de demander, il s'agissait de m'amadouer, de voir jusqu'où il pouvait aller, et quand j'ai dit non, il s'est servi quand même. J'ai signalé la fraude immédiatement, j'ai déposé une plainte pour usurpation d'identité, j'ai fait opposition à la Banque de France, j'ai annulé mes cartes. Le policier avait l'air épuisé quand il a pris ma déposition, je ne savais pas si c'était la fin de son service ou juste qu'il avait vu ça trop souvent. « Savez-vous qui aurait pu faire ça ?» a-t-il demandé. J'ai hésité, puis j'ai dit son nom, Théo Meunier, mon frère. L'officier l'a noté. Je fixais le sol, mes mains tremblaient encore, ma bouche était sèche. J'avais l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait été assez stupide pour faire confiance à sa propre famille et qui payait maintenant pour sa part mensualité. Plus tard dans la soirée, ma mère a appelé. « Tu as dénoncé Théo ?» a-t-elle dit, pas de bonjour. « Oui » ai-je répondu. Sa voix était glaciale. « Tu exagères complètement, c'est ton frère. Il a commis une fraude, c'est un délit. Et je suis ton fils. » Elle n'a rien dit, ce silence était plus fort que tout ce qu'elle aurait pu crier. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Aucun message de Théo, pas d'excuses, pas d'aveu, juste un bloc de silence calme et creux là où une famille se trouvait autrefois. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il n'allait jamais réparer ça. Si je voulais la justice, je devais la construire moi-même. J'aimerais pouvoir vous dire que je suis passé à l'action ce soir-là, que j'ai marché dans un bureau, lâché une bombe et que je suis ressorti avec ma vie récupérée, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, pas du tout. Les jours qui ont suivi ont été lourds et lents, comme marcher dans de la mélasse avec des vêtements trempés. J'allais au travail parce qu'il le fallait, mais je bougeais comme un fantôme, incapable de me concentrer, impossible de dormir, impossible de manger sans avoir l'impression de mâcher du carton. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait garé une voiture dessus et laissé le moteur tourner. Je fixais mon ventilateur de plafond pendant des heures la nuit, laissant mon esprit tourner en boucle sur chaque moment, chaque drapeau rouge que j'avais excusé, chaque fois que je m'étais dit « ils ont de bonnes intentions ». Je continuais à penser, qui fait ça? Qui vole son propre frère? Et pire, comment dormez-vous la nuit si vous êtes le parent qui défend ça? Il y a un matin dont je me souviens en particulier, je me suis réveillée avec un appel de l'enquêtrice des fraudes qui s'occupait de mon dossier. Elle m'a demandé de vérifier quelques trucs, mon numéro de sécu, mes 5 dernières adresses, la routine. Puis elle a demandé si j'avais déjà autorisé Théo Meunier à ouvrir des lignes de crédit en mon nom. J'ai dit « non », encore une fois. Elle a soupiré. Il a utilisé votre ancienne adresse email, celle liée à vos comptes du lycée, c'est comme ça qu'il a contourné la vérification. Je n'avais pas utilisé cet email depuis 10 ans, je ne me souvenais même plus du mot de passe, mais c'était suffisant pour la banque. Elle a dit qu'elle le signalait comme vol d'identité,
que ça prendrait des semaines, peut-être des mois à régler, que je pourrais encore être redevable des paiements jusqu'à ce que la plainte soit traitée, que si Théo n'admettait pas les faits, ce serait ma parole contre les papiers. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, je me suis assis sur mon canapé avec une tasse de café froid que j'avais versé 2 heures plus tôt et j'ai fixé le mur. C'était le fond du trou. C'était le moment où ça m'a frappé, je ne pouvais pas tomber plus bas. Je n'avais pas de famille sur qui m'appuyer, pas de système de soutien, juste une dette que je n'avais pas créée, un nom auquel je ne pouvais pas faire confiance et le silence venant de toutes les directions. Et pourtant, il y avait quelque chose d'étrangement libérateur là-dedans aussi, comme si le poids de faire semblant d'avoir une famille aimante était enfin parti. Plus de faux espoirs, plus de questions. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient. Mon travail était juste de l'accepter. Alors, je l'ai fait. Et puis j'ai commencé à reconstruire. Ça a commencé petit. J'ai nettoyé mon appartement de fond en comble, un nettoyage agressif. J'ai jeté chaque vieillerie que je gardais dans les tiroirs, chaque condiment périmé, chaque chargeur à moitié cassé que je m'étais convaincu de pouvoir utiliser un jour. J'ai frotté les plaintes, réorganisé le placard, monté des étagères que j'avais achetées il y a 1 an et jamais installées. Je ne sais pas ce que c'était, peut-être que ça me donnait du contrôle, peut-être que c'était la satisfaction de faire quelque chose qui répondait réellement à l'effort, mais ça a aidé. Ensuite est venue ma santé. Je n'avais pas fait de sport depuis des années, j'avais toujours été le gars de l'informatique avec le boulot de bureau et la mauvaise posture qui va avec. Mais j'ai commencé à marcher juste 30 minutes après le travail, écouteurs, capuche, pas de destination. Au début, c'était gênant, je vérifiais ma montre toutes les 5 minutes, convaincu que je marchais depuis 1 heure, mais quelque chose a changé après quelques semaines. J'ai commencé à attendre ça avec impatience. J'ai commencé à ajouter des côtes, à courir sur de courtes distances. J'ai téléchargé une appli qui suivait mes pas, et pour la première fois depuis toujours, je me souciais de battre mon propre record. Puis est venue la nourriture. Plus de plats surgelés ou de Uber Eats 3 soirs par semaine. J'ai appris à cuisiner, mal au début, j'ai brûlé beaucoup d'œufs, mais je m'y suis tenue. Je suivais religieusement une chaîne YouTube, un type qui faisait des repas pas chers pour les gens fauchés et fatigués, il était drôle et direct. J'ai cuisiné un nouveau plat par semaine, puis 2. J'ai commencé à préparer mes déjeuners pour le travail, j'ai commencé à économiser de l'argent pour de vrai, j'ai commencé à me sentir comme quelqu'un qui méritait mieux que du café de distributeur et de la pizza surgelée. La guérison émotionnelle a pris plus de temps. Je ne me suis pas lancée dans une thérapie tout de suite, je ne pouvais pas me le permettre honnêtement, pas avec les frais d'avocat qui commençaient à s'accumuler. Mais je tenais un journal tous les jours, j'écrivais tout, souvenirs, pensées, colère, chagrin, les trucs que je n'avais jamais dit à voix haute. Je ne me censurais pas. Et bizarrement, j'ai commencé à remarquer des schémas, comme la façon dont chaque fois que je faisais quelque chose de gentil pour ma famille, je ressentais cette petite pointe d'espoir, comme si peut-être ce serait le moment où il me verrait. Et chaque fois qu'il l'ignorait, je me disais que ça n'avait pas d'importance, mais ça en avait. J'enterrais juste la déception sous des blagues et des haussements d'épaules. Reconnaître ça a changé quelque chose. J'ai arrêté de tendre la main. Pas de façon dramatique, je n'ai pas envoyé de SMS, c'est fini ni fait de scène. J'ai juste arrêté. Plus d'appels pour prendre des nouvelles, plus de réponses aux messages culpabilisants, plus de commentaires sur les photos de famille où je n'étais pas. J'ai repris mon silence. Et dans ce silence, j'ai trouvé la paix. Les choses au travail se sont améliorées aussi. Une de mes collègues, Manon, a remarqué que je restais plus tard que d'habitude. Elle a commencé à poser des questions, juste décontractées au début. Longue nuit? Mais je suppose que quelque chose sur mon visage me trahissait. Finalement, je lui ai raconté la version courte, que mon frère m'avait volé, que mes parents avaient pris son parti. Elle n'a pas bronché. Elle m'a dit que sa sœur avait une fois imité sa signature pour voler l'héritage de leur grand-mère. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire « moi aussi » à propos d'un truc comme ça. On a commencé à parler plus après ça, pas de façon romantique, juste humaine. Elle m'a invité à sa soirée jeu de société,
m'a présenté à ses amis, m'a appris à jouer au colon de Catane, jeu auquel j'étais absolument nulle, mais il s'en fichait. C'était la première fois depuis des années que je riais sans me demander si j'en faisais trop ou pas assez. Et puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Mon patron m'a appelé dans son bureau. J'ai paniqué, bien sûr, j'ai cru que j'avais fait une erreur, raté une échéance. Mais au lieu de ça, il a dit, « J'ai observé ton travail dernièrement, tu as monté en gamme, je ne sais pas ce qui a changé mais c'est visible. » Il m'a offert une promotion, chef de projet, plus de responsabilités, meilleur salaire. J'ai accepté, et pour la première fois, j'ai vu une version de ma vie qui n'était pas définie par ce que j'avais perdu, mais par ce que je choisissais. J'ai changé d'appartement, pas pour un pantouse tape à accent grave-l'œil, juste un espace plus sympa avec une meilleure lumière et un petit balcon où je pouvais m'asseoir et lire. J'ai commencé à investir dans des choses qui me faisaient du bien, un vrai matelas, un nouveau casque audio, un week-end à la montagne seul, juste pour randonner, respirer et être. Et doucement, les gens ont commencé à revenir. Une tante m'a envoyé un message demandant si j'allais bien. Une cousine m'a contacté en disant qu'elle avait entendu qu'il s'était passé un truc avec Théo et voulait prendre des nouvelles. Je n'ai pas trop partagé, je ne me suis pas épanchée, je leur ai juste dit que j'allais bien et j'en suis restée là. Les nouvelles voyagent dans les familles, même les brisées. Puis environ 6 mois après la découverte du vol d'identité, j'ai reçu un appel de mon père. J'ai laissé aller sur la messagerie. Il a laissé un message, c'était court, je sais que tu es en colère, je comprends, mais on devrait parler. Je n'ai pas rappelé. Pas parce que je ne voulais pas tourner la page, mais parce que je n'étais pas prêt à l'offrir gratuitement. J'étais encore en train de grimper, de construire, d'apprendre ce que ça signifiait de vivre sans avoir besoin de leur approbation. Mais en arrière-plan, une autre partie de moi avait commencé à travailler aussi. La partie qui se souvenait de chaque affront, chaque mensonge, chaque SMS laissé en vue. Je n'en avais pas fini avec Théo, loin de là. Parce qu'en guérissant, j'ai appris quelque chose de dangereux, je n'étais pas faible, j'avais juste été éduquée pour servir. Maintenant, j'étais prêt à me protéger, et ça signifiait m'assurer que des gens comme lui ne pourraient plus me blesser ni blesser quelqu'un d'autre. Pas sans conséquence. La vengeance n'était pas le but au début, pas vraiment. Je me disais que j'avais tourné la page, que guérir signifiait lâcher prise, que je n'avais pas besoin de m'abaisser au niveau de Théo. Mais voilà le truc qu'on ne vous dit pas sur le pardon, c'est dur à donner quand quelqu'un continue d'encaisser sur votre silence. 6 mois après avoir signalé la fraude, l'organisme de crédit a clos l'enquête. Grâce à la trace des emails, à ma plainte et à l'expert financier que j'avais engagé pour m'aider à documenter les dégâts, ils m'ont blanchi, effacé la dette, et mis une lettre officielle déclarant que je n'étais pas responsable. Ça aurait dû être la fin. Mais ça ne l'était pas parce que Théo continuait. Je ne l'ai appris qu'en avril quand j'ai reçu un message d'un ancien camarade de promo, Daniel, à qui je n'avais pas parlé depuis la fac. « Hey mec, disait le message, question bizarre. Tu bosses avec Théo sur un truc de crypto ? Non, je ne bossais pas avec lui. Il s'avère que Théo avait renommé sa boîte, une page Instagram élégante, un site web léché et un pitch deck prétendant qu'il lançait une plateforme disruptive pour la monétisation des créateurs. J'étais listé comme directeur technique. Ma vieille photo LinkedIn était sur la page de l'équipe, mon nom, mon titre, même une fausse citation. J'ai travaillé chez Google et Amazon, mais c'est le projet le plus excitant que j'ai jamais touché. Je n'ai jamais travaillé chez Google ou Amazon. J'ai appelé mon avocat. Ouais, j'avais un avocat maintenant, il s'appelait Maître Richard, la quarantaine, sarcastique, le genre de type qui ne mettait une cravate que quand le juge l'y obligeait. Il était spécialisé dans les litiges commerciaux et la fraude, on s'était rencontrés pendant le bordel du vol d'identité. À l'époque, il m'avait dit, « Vous n'êtes pas fou, c'est carrément criminel. » La plupart des gens n'ont pas l'estomac pour porter plainte contre leur famille, mais vous pourriez. On est resté en contact. Quand je lui ai parlé de la nouvelle combine de Théo, Richard a juste soupiré. Il n'est pas malin, c'est bien. Les gens imprudents laissent toujours des traces. Qu'est-ce qu'on fait ? On collecte doucement, minutieusement, puis on frappe là où ça fait mal. Alors, j'ai commencé à collecter.
Théo avait l'habitude d'être public en ligne, il ne pouvait pas s'en empêcher. Lives Instagram, TikTok, coulisses de réunions clients qui n'étaient que lui dans son salon avec un tableau blanc. J'ai tout enregistré, chaque fausse affirmation, chaque fois qu'il citait mon nom, chaque promesse de technologie soutenue par la blockchain qu'il ne pouvait même pas commencer à expliquer. Il vendait un produit qui n'existait pas à des gens assez désespérés pour croire en n'importe quoi avec un écran de connexion. Le site web indiquait une date de lancement, le 1er juin. Je l'ai encerclé. Pendant ce temps, Maître Richard s'est mis au travail pour rédiger une mise en demeure si tranchante qu'elle pourrait faire saigner. On ne l'a pas envoyé tout de suite, on attendait, on rassemblait. Parce que Théo ne faisait pas que prétendre que j'étais impliqué, il collectait des fonds de départ via PayPal et Lydia. Pas de contrat, pas de reçu, juste soutenez le projet et soyez un investisseur fondateur. Ce n'est pas de l'investissement, c'est de la fraude. Puis est venue l'opportunité que je n'attendais pas. Une des investisseuses de Théo m'a envoyé un message sur LinkedIn, elle s'appelait Nina, graphiste freelance qui avait envoyé 800 € à Théo après l'avoir entendu parler sur Clubhouse. On lui avait promis un accès anticipé à du travail de design, départ plus tard et une mise en avant au lancement de l'entreprise. Des semaines avaient passé et elle n'avait pas eu de nouvelles. Elle m'a trouvé via le site web et m'a contacté. Je lui ai dit la vérité avec précaution, « Bonjour Nina, je n'ai aucune affiliation avec les projets de Théo Meunier et je ne l'ai pas autorisé à utiliser mon nom, mon image ou mon titre. Je vous recommande de parler à un avocat. » Elle a répondu 5 minutes plus tard, « Je peux vous aider à monter un dossier ?» Et juste comme ça, j'avais une alliée. Nina m'a tout envoyé, capture d'écran, email, enregistrement audio. Elle n'était pas la seule. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai eu des nouvelles de 4 autres personnes. Tous avaient envoyé de l'argent, aucun n'avait vu de résultat. Un gars avait viré 2500 €. Un prof dans le Nord a dit que Théo avait promis des rendements à vie. J'ai tout passé à Richard. Parfait, a-t-il dit. On a de la fraude, de la publicité mensongère, des dommages civils et une possible association de malfaiteurs si on peut prouver que quelqu'un d'autre l'aide à couvrir ça. On l'arrête avant le lancement ? Mieux, a dit Richard, on le laisse foncer dans le mur, puis on l'enterre. Le plan était simple, laisser le projet se lancer, le laisser l'annoncer haut et fort, puis 48 heures après le lancement, on enverrait des avis juridiques à chaque plateforme qu'il utilisait, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Stripe, PayPal, Lydia, partout. Simultanément, une attaque massive. Richard appelait ça une guillotine administrative, mais j'avais aussi un plan séparé, plus silencieux. J'ai fait un nouveau post LinkedIn, le premier depuis plus d'1 an. Après une année difficile, je suis ravie de partager que j'ai accepté une promotion pour diriger une nouvelle équipe d'innovation axée sur le développement technologique éthique. Dans un monde plein de raccourcis et d'arnaques, je crois que l'honnêteté est toujours un avantage concurrentiel. Je n'ai pas tagué Théo, je ne l'ai pas mentionné, mais je savais qu'il le verrait. Et il l'a vu, parce que le lendemain il m'a envoyé un SMS, genre de flex bizarre, « Tout va bien ?» Je n'ai pas répondu. Une semaine avant le lancement, Théo a fait un live Instagram et une session de questions-réponses de 30 minutes. J'ai tout regardé. Il portait des lunettes de soleil à l'intérieur, parlait de vision, de pipeline de monétisation et d'écosystème de jetons évolutifs. Il utilisait des mots comme synergie, code base Lean et philosophie créateur d'abord. Il disait que l'équipe grandissait vite, qu'on avait des talents d'Apple et Meta. J'ai enregistré chaque seconde. Puis j'ai envoyé un message à Nina, « Serais-tu prête à parler publiquement quand le moment viendra ?» Elle a répondu avec un pouce levé et un lien vers son portfolio, faisons en sorte que ça ait de la gueule. Pendant ce temps, Richard a contacté un de ses contacts dans la presse tech locale, une journaliste nommée Lydia, qui se spécialisait dans les implosions de start-up. Il l'a prévenue, n'a pas fait fuiter l'histoire, a juste offert de la documentation, des contacts et une chronologie, disant qu'il y aurait un scoop prêt pour le 3 juin. Elle a dit qu'elle attendrait. J'ai passé la dernière semaine de mai à me préparer, à revérifier les reçus, créer des dossiers, archiver des vidéos, écrire une chronologie des événements si précise qu'elle aurait pu aller au tribunal. Je ne jouais plus. Ce n'était pas mesquin, c'était chirurgical.
Puis le 31 mai, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Ma mère a appelé. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Julien, dit-elle, la voix serrée. Tu as parlé aux amis de Théo? J'ai parlé à ses victimes. Elle est restée silencieuse. Alors tu essaies de gâcher sa vie. Non, ai-je dit, j'essaie de m'assurer qu'il arrête de gâcher celle des autres. C'est ton frère. Non, ai-je redit plus lentement cette fois, c'est un escroc qui a utilisé le nom, l'identité et la réputation de son frère pour voler des inconnus. Je ne vais pas me taire à propos de ça. Elle a raccroché sans un autre mot. C'était la dernière fois qu'on s'est parlé. Le 1er juin est arrivé, le site web de Théo a été mis en ligne. Son Instagram a été inondé d'annonces, de TikTok. Il a posté un selfie tenant une tasse de café avec écrit « Mode PDG » et le hashtag « Parti de rien ». Le lendemain, il est devenu silencieux, et le 3 juin, la démolition a commencé. Maître Richard a soumis des plaintes formelles à chaque plateforme. Strip a gelé le compte. PayPal a lancé une enquête. Lydia a mis en attente toutes les transactions récentes. Instagram a supprimé la page de l'équipe. LinkedIn a retiré son listing de start-up. Le site web a été signalé et l'hébergement du domaine suspendu. La journaliste a publié l'article, le titre « Plateforme pour créateurs ou tirelire personnel ?» Les prétentions tech d'une start-up locale s'effondrent sous l'examen. Théo m'a envoyé un SMS ce soir-là, « C'est toi qui as fait ça. » Je sais que c'est toi. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas fini. J'avais encore un coup à jouer et ça allait faire mal. Je n'ai pas répondu au message de Théo ce soir-là ni à ceux qui ont suivi. Il y en a eu 6 au total, chacun plus frénétique que le dernier. D'abord le bluff, bien joué. Ça ne m'atteint pas. Puis le gaslighting, tu as sérieusement surréagi mec, ça aurait pu rester privé. Puis la culpabilisation, tu sais que maman pleure, hein. Et enfin la menace, tu vas regretter ça. Je ne regrettais pas. En fait, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Parce que pour la première fois de ma vie, Théo devait affronter quelque chose qu'il ne pouvait pas éviter par la parole, le charme ou le mensonge, des conséquences. Des vraies. Celles qui ne venaient pas de moi, mais du monde qu'il pensait pouvoir manipuler comme un plateau de jeu personnel. Mais je n'avais pas fini. La suppression avait effacé la façade en ligne, mais la fraude, l'argent qu'il avait pris, ça vivait toujours dans les relevés bancaires, les historiques de transactions et les DM qu'il avait oublié d'effacer, ce qui signifiait qu'il était toujours vulnérable, toujours en train de saigner. Alors j'ai poussé plus loin. Avec l'aide de Richard, j'ai tout compilé, chaque euro, chaque promesse, chaque investisseur manipulé. On a organisé un dossier de plainte collective et on l'a envoyé à chaque victime proposant d'inclure leur nom dans une poursuite civile formelle. 4 ont signé immédiatement. Une 5e, une étudiante qui avait envoyé ses économies à Théo, m'a envoyé un message qui disait juste « Merci. Je croyais que j'étais folle. » Richard a déposé les papiers dans la semaine. Théo a reçu l'assignation à son appartement devant 2 amis et une fille qu'il venait de commencer à fréquenter. Je n'avais pas besoin d'être là, mais j'ai vu les images. Nina avait payé un détective privé pour des photos, Théo debout pieds nus en pantalon de survêtement tenant une enveloppe craft avec son nom en lettres capitales, la façon dont sa bouche restait ouverte, la façon dont ses épaules s'affaissaient. C'était chirurgical, comme appuyé sur un interrupteur. À la seconde où il a été assigné, il a arrêté de poster. Plus de tasses de PDG, plus de tweets sur la culture du travail acharné. Son TikTok est devenu noir, ses stories ont disparu. Il est passé d'intouchable à invisible. La nouvelle s'est répandue vite. Il s'avère que quand vous brûlez les gens, ils ne vous protègent pas, ils parlent. D'anciens partenaires sont sortis du bois. Un gars d'une collab Twitch ratée, un autre d'une ligue sport que Théo avait essayé de lancer en 2021. Ils avaient tous des histoires, toutes différentes mais avec un fil conducteur. Théo promettait trop, prenait l'argent, faisait le mort. Je n'avais pas besoin de dire un mot, je m'assurais juste que la vérité soit là, transparente, documentée, indiscutable, et ça a marché. En juillet, les comptes de Théo étaient gelés.
Ses comptes Lydia, PayPal et Strip Business, tous verrouillés pour enquête. La poursuite civile était en attente, et Richard avait trouvé matière à référer l'affaire au procureur de la République pour escroquerie. Ça ne signifiait pas la prison tout de suite, mais ça ouvrait la porte à des charges formelles si le procureur poursuivait. Les retombées ont frappé fort. Théo est retourné vivre chez mes parents. Au début, je ne savais pas. Puis un matin en me promenant, je suis passé devant un café du quartier et je l'ai aperçu assis à une table en terrasse, capuche sur la tête, seul, sirotant un café noir. Il avait l'air plus mince, pâle. J'ai continué à marcher. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était mon père. Il faut qu'on parle. Je l'ai ignoré. Il a relancé le lendemain. Il ne va pas bien. C'est allé trop loin. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai appelé Richard. Est-ce que laisser tomber la poursuite m'aiderait à mieux dormir, ai-je demandé. Non, a-t-il dit, et ça ne lui apprendra rien. Il tournera ça comme la preuve que vous n'aviez pas le cran de finir ce que vous aviez commencé. Vous ne faites plus ça par vengeance, vous le faites pour chaque personne qui lui a envoyé l'argent de son loyer en pensant investir dans quelque chose de réel. Il avait raison. Alors je n'ai pas répondu et je n'ai pas arrêté. En septembre, l'affaire est passée en médiation. Théo ne s'est pas montré, son avocat si. Un homme a l'air fatigué avec un dossier et un haussement d'épaule. On a proposé un plan de remboursement échelonné. Théo rembourserait ce qu'il avait pris sur 5 ans avec une saisie sur salaire s'il obtenait un jour un nouveau revenu. S'il refusait, on allait au procès complet, audience publique et casier judiciaire. Il a signé, pas parce qu'il avait l'intention de payer, mais parce que c'était la moins pire des deux humiliations. Mais voici la partie que personne n'avait vu venir, ma mère. Elle a appelé en octobre, a laissé un message vocal. Sa voix était plate, contrôlée. Tu as prouvé ton point de vue. J'espère que tu es fier. On a élevé 2 fils et maintenant aucun des 2 ne nous parle. Ton père n'arrive pas à dormir, Théo est déprimé. Mais je suppose que tant que tu te sens vengé, c'est tout ce qui compte. J'ai gardé le message vocal, pas par sentimentalisme, mais comme un rappel, parce que je voulais me souvenir de ce que ça donnait quand quelqu'un refuse de prendre ses responsabilités. Même à la toute fin, elle n'a pas dit « Théo a blessé des gens », elle n'a pas dit « on t'a laissé tomber ». Elle a dit « on est triste », comme si c'était de ma faute. C'était le jour où j'ai arrêté de me demander s'il changerait un jour. Il ne changerait pas. Alors j'ai arrêté d'attendre. J'ai supprimé leurs numéros, retiré leurs adresses e-mail de ma liste de bloqués, pas par pardon, mais parce que je m'en fichais désormais. Ils pouvaient crier dans le vide autant qu'ils voulaient, je ne l'entendrais pas. Aux fêtes de fin d'année, j'allais bien. Pas guéri, pas entier, mais ça allait. J'ai passé Noël avec des amis, j'ai fait une purée à l'ail maison. Quelqu'un a apporté une guitare, on a chanté des chansons stupides jusqu'à minuit. Je n'ai pas pensé à Théo une seule fois. La veille de Noël, j'ai reçu un paquet, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une enveloppe froissée avec un mot manuscrit, « Désolé. » Je ne savais pas quoi faire d'autre. D'accord. Pas d'excuse pour ce qu'il a fait, juste pour s'être fait prendre. Il y avait un chèque à l'intérieur, 300 €. La ligne mémo disait « Première étape ». Je ne l'ai jamais encaissé. Au lieu de ça, j'ai écrit « Retour à l'envoyeur » sur l'enveloppe et je l'ai déposé à la poste le lendemain matin. Je ne voulais pas de son argent. Je voulais récupérer mon nom et je l'ai eu. Les documents finaux du tribunal sont arrivés en janvier, jugement civil clos, fichier bancaire mis à jour, réputation restaurée. J'avais une ardoise vierge et cette fois je comptais la protéger. J'ai changé mes mots de passe, verrouillé mon identité, mis en place des alertes bancaires. Ça semblait paranoïaque au début, puis c'est devenu comme une armure. J'ai commencé à faire du mentorat dans une asso locale qui aide les jeunes professionnels à repérer les arnaques à l'emploi et les contrats abusifs. Assis face à des gamins qui me rappelaient moi-même, intelligents, pleins d'espoir, confiants, je leur donnais les outils que je n'avais jamais eus. C'était un travail calme, pas à pas accent grave l'œil, mais ça comptait.
Un soir après un atelier, un adolescent est venu me voir et a dit « Eh, je vous ai cherché sur le net. Vous êtes le gars de cet article, non? Celui dont le frère l'a arnaqué. » Je me suis préparé à la chute. Il a juste dit « Ça a dû être nul, mais c'est cool que vous ayez transformé ça en quelque chose comme ça, tout le monde ne le fait pas. » J'ai hoché la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Alors non, je n'ai pas détruit Théo. Il existe toujours, respire toujours, raconte toujours des histoires à quiconque veut bien écouter. Mais sa portée a disparu. Son nom est grillé dans les cercles qui comptent. Et moi, je ne suis plus le frère discret. Je suis le type qui s'est levé, le type qui n'a pas détourné le regard, le type qui a appris que la paix n'est pas toujours une question de pardon. Parfois, il s'agit de finir ce que quelqu'un d'autre a commencé. Alors, je l'ai fait. Et quand ça a été fini, je n'ai pas fait la fête. Je suis juste rentré chez moi, j'ai préparé le dîner, j'ai éteint mon téléphone et je me suis assis dans le silence que j'avais gagné. C'est ça le truc quand on reconstruit sa vie de zéro, quand elle est enfin à vous, vous ne laissez plus jamais personne vous la voler.